webconférence, vous aurez l'occasion d'écouter et poser vos questions au docteur Alexis Talbot, qui est hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonsoir. Voilà, bonsoir, il vous salue. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Nous avons ensuite à côté Bernard Delcourt, qui est patient et voilà, il vous salue aussi, qui est patient et vice-président de l'association AF3M. C'est lui qui va vous apporter son point de vue sur la maladie. Ensuite, moi-même, qui coordonne le MOOC sur le myélome et qui va co-animer cette webconférence. Nous avons aussi Audrey Stalmer, vous la voyez pas, mais c'est elle qui s'est occupée de tous les aspects techniques. Voilà. Juste quelques petites règles pour que cette webconférence se déroule au mieux. Cette conférence n'est pas une consultation médicale personnalisée, elle sert juste à apporter un éclairage complémentaire au MOOC. Donc, si vous voulez poser une question, elle doit porter sur le thème de cette webconférence et aussi être susceptible d'intéresser le plus grand nombre de personnes. J'aimerais aussi vous demander de ne pas mentionner de nom de médecin dans le chat. Voilà. Au sommaire de cette webconférence, donc nous verrons tout d'abord quelques chiffres sur cette troisième session du MOOC sur le myélome multiple. Ensuite, nous écouterons le docteur Talbot sur les soins du support, la thérapie complémentaire et les traitements à domicile. Et il répondra également à toutes vos questions. Donc, si vous voulez les poser, posez-les dès à présent dans le chat. Nous ferons ensuite un retour sur les discussions qu'il y a pu avoir sur le module 2 de cette troisième session du MOOC. Et ensuite, Bernard Delcourt nous fera un apport sur les traitements à domicile avant de conclure. Voilà, donc avec cette petite mise en bouche, j'espère que vous êtes tous prêts pour cette nouvelle webconférence puisque nous allons démarrer tout de suite. C'est parti. Commençons tout de suite avec un point sur l'actualité de ce second module avec Bernard Delcourt, dont je vais lui laisser la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, on est 260 inscrits à ce MOOC et il y en a 200 qui ont déjà débuté la formation, voire même 300 qui ont fini voilà, l'ensemble des modules qui leur sont proposés. Voilà. Un chiffre qui m'impressionne, hein, on a dépassé le cap des 1000 commentaires publiés. Merci à vous tous pour vos témoignages, pour vos réactions, pour vos questions, parce que c'est vraiment ça qui fait la richesse du MOOC. Voilà. Et bien sûr, une invitation à poursuivre ce parcours. Et puis, si jamais vous avez des difficultés pour le poursuivre, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et une information aussi concrète, donc le site restera ouvert jusqu'au 16 décembre inclus, voilà, puisque je vous rappelle quand même que ce MOOC mobilise un certain nombre de bénévoles tuteurs, hein, on est une quinzaine à se relayer toutes les semaines, et ben écoutez, arrivé le 16 décembre, comme beaucoup de Français, on va commencer à passer en fête de fin d'année. Camille, je vous laisse la main pour poursuivre. Alors, pour les prochaines webconf, donc la prochaine sera animée par Sylvie Glessner, qui est hématologue donc à l'hôpital Curie de Saint-Cloud, le mardi 4 septembre. Hein, elle sera centrée sur comment vivre voilà, au quotidien avec son myélome. Voilà, on va toujours partir de vos impressions, de vos réactions pour construire ces webconf. On a rajouté une webconf supplémentaire parce que, bien évidemment, on s'excuse pour les difficultés techniques qu'on a rencontrées lors de la dernière webconf avec le docteur Bellac, hein, qui ont fait que cette webconf a été, je dirais, inaudible. Et puis, il y a eu d'autres sujets aussi d'insatisfaction. Donc, voilà, on va revenir avec docteur Alexis Talbot lors de cette webconf sur des questions médicales, enfin, qui n'ont pas pu être abordées jusqu'à maintenant. Et puis, une cinquième conférence, webconf, qui sera un peu avec Karen Cretin, qui est oncopsychologue et qui d'ailleurs joue un rôle important sur notre MOOC parce qu'elle nous accompagne nous en tant que tuteur, hein, et elle a beaucoup contribué à la construction de ce MOOC. Voilà, et que cette webconf sera centrée sur la problématique comment gérer nos relations
avec notre entourage lorsqu'on est atteint d'un myélome multiple. Camille, Oui, alors je vois juste qu'il y a une question sur les traitements. Peut-être si vous voulez poser les questions concernant tout ce qui est traitement à la webconférence le 6 décembre, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est soins support, thérapie complémentaire et traitement à domicile. Donc voilà, c'était juste une petite précision. On la garde et on y reviendra. Si jamais on a le temps, oui, bien sûr. Donc, nous allons à présent donner la parole au docteur Alexis Talbot. Si vous pouvez nous expliquer que sont et à quoi servent les soins du support et quelle est la différence avec les thérapies complémentaires. Très bien. Bonsoir à tous. Tout d'abord, c'est un immense plaisir de participer pour moi à cette 3e webconférence et cette 3e édition du MOOC. J'espère que cette fois-ci, le son sera optimal pour qu'on puisse échanger et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et évidemment, c'est un grand plaisir aussi d'être en présence avec Monsieur Bernard Delcourt, avec qui on entretient des liens depuis maintenant plusieurs années. Et on a pu, en discutant ensemble, élaborer et faire ce projet de MOOC. Donc, c'est un vrai plaisir de, encore une fois, participer. C'est une thématique très importante ce soir, puisque souvent, les patients nous reprochent de ne pas assez l'évoquer lors des consultations et dans les données scientifiques, les publications, finalement, il y a peu de littérature sur ces thérapies complémentaires. Pour nous, hématologues, donc moi je suis hématologue à l'hôpital Saint-Louis dans un service d'immuno et d'hématologie dans lequel on s'occupe en grande partie de gamma-pathie monoclonale et surtout de patients atteints de myélome. Pour nous, les hématologues, la priorité reste dans la prise en charge, reste le traitement, la chimiothérapie, même s'il y a des traitements de plus en plus modernes. Mais quand un patient a un diagnostic de myélome avec des traitements de chimiothérapie à débuter, vous avez bien vu que sur l'ordonnance, au final, il n'y a pas que les traitements, les comprimés de chimiothérapie, mais aussi tous les traitements à côté. Et historiquement, pour nous, les soins de support, c'est tout ce qui aide à mieux supporter justement les traitements. Et les premiers soins de support développés en hématologie étaient surtout les facteurs de croissance, donc l'EPO, les facteurs de croissance pour les globules blancs que certains connaissent quand on a besoin de mobiliser les cellules souches. Donc soins de support, voilà, en gros, c'est ce qui aide à mieux supporter les traitements, la chimiothérapie. Et à côté de tout ça, il y a les thérapies complémentaires. C'est une dénomination un peu nouvelle, des nouvelles définitions de l'ASOPS. Puisque c'est tout ce qui comprend les pratiques, les activités quotidiennes qui ne sont pas des traitements médicamenteux au sens propre du terme, mais ça peut être par exemple l'activité sportive, l'activité physique quotidienne, la phytothérapie, certains types de massages. Et de plus en plus, on voit ces thérapies complémentaires comme reconnues. Je pense que certains, en échangeant avec vos médecins, vos hématologues, parfois il y a une certaine réticence de la part des professionnels de santé que nous sommes de ces thérapies complémentaires, qui fait un peu face à ce qui a pu se passer dans le passé avec ce qu'on appelait parfois des charlatans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais diplômes, il y a des vrais spécialistes de ces thérapies complémentaires qui peuvent apporter un vrai bénéfice pour les patients, notamment avec ce type de pathologie, pour mieux vivre avec sa maladie, mieux vivre au quotidien, mieux supporter aussi les traitements. Et je pense que ces thérapies complémentaires, elles ont une place fondamentale dans la vie de tous les jours. Malheureusement, lors des consultations ou à l'hôpital, ça n'est pas encore la priorité absolue, puisqu'on reste focalisé sur les traitements, la réponse aux traitements et le choix des molécules, c'est notre priorité. Mais ces thérapies complémentaires, je pense que c'est un des nombreux rôles de l'association, par exemple de l'AF3M, ou des échanges que vous pouvez avoir entre patients, d'échanger certaines techniques, certaines expériences. Et c'est en échangeant, en discutant ce que certains ont pu essayer comme alternative pour supporter certains effets secondaires, et on va en discuter. Je pense que ça, c'est un des rôles très importants que peut avoir l'AF3M, ou des échanges, je sais que ça s'est fait dans le passé entre certains patients dans certains hôpitaux, échanger entre vous quels sont ceux qui ont essayé certaines plantes, certains kinésithérapeutes, certaines aromothérapies ou certaines activités physiques qui ont permis de mieux se sentir, de mieux gérer certains effets secondaires de traitement. Et donc, c'est une place excessivement importante. Pour la deuxième question, qui est les traitements à domicile dans le cadre du myélome, finalement, dans le myélome, il y a des modes.
les modes depuis début des années 2000, avec l'apparition des inhibiteurs du protéasome comme le Velcade, qui, à partir des débuts des années 2010, s'est passé en sous-cutané. Il y a eu une grande mode de traitement qu'on appelle ambulatoire. Et ça fait partie du plan cancer des dernières années de développer l'activité hospitalière vers l'activité ambulatoire au domicile. Et avec des traitements en sous-cutané, c'est une possibilité très facile à faire, à organiser. Après, je sais bien qu'il y a des aléas puisque les traitements à domicile, ça pose des problèmes de livraison, d'horaire, de passage multiples. Mais quand même, ça permet de faire les traitements chez soi sans venir à l'hôpital avec les contraintes qu'on connaît tous. Malheureusement, surtout les patients, mais aussi les professionnels de santé que peut avoir l'hôpital. Avec l'ère des nouveaux médicaments qui ont été abordés plusieurs fois aux journées de Live 3M et qu'on pourra peut-être aborder lors de la prochaine conférence, il y a une nouvelle vague de traitement qui est pour le moment encore beaucoup en perfusion intraveineuse. Certes, ils peuvent se faire via des cathéters, des portes à 4, mais tout ce qui est perfusion intraveineuse aujourd'hui, ça reste beaucoup plus facile de faire à l'hôpital. On est en train d'essayer de développer chez des patients qui ont des traitements intraveineux de manière très prolongée, une fois par mois, sans citer de médicaments, chez qui une tolérance peut être excellente. Chaque hôpital essaye de développer l'apport de ces traitements au domicile. Mais en fait, voilà, les traitements à domicile, c'est faisable. Ça dépend de quel type de traitements sont administrés au domicile, puisque bien sûr, il faut une surveillance très particulière, spécifique en fonction de chaque molécule. Et il faut une équipe pas spécialisée, mais qui ait l'habitude de gérer certains effets secondaires. Et donc, dans tous les cas, il faut passer soit par ce qu'on appelle l'HAD des hôpitaux. Malheureusement, c'est un peu un parent pauvre pour ce qui est de la PHP. Je ne sais pas si dans vos centres, vous avez accès à l'HAD, donc hospitalisation à domicile dans vos hôpitaux, ou vous passez via des prestataires de services, mais qui ont besoin un peu d'expérience pour faire ces traitements au domicile. En tout cas, c'est une vraie volonté de manière globale des hôpitaux et des pouvoirs politiques, mais il faut que ça soit encadré pour que ça se passe dans des manières sécurisées. Et souvent, les traitements à domicile, ils sont en alternance, c'est-à-dire qu'il y a quand même des consultations, des rendez-vous, soit en hôpital de jour, soit au domicile. Et bien sûr, je n'ai pas parlé d'une grande majorité de patients qui sont traités uniquement avec des traitements qu'on appelle PEROS, par voie orale, où là, globalement, c'est des consultations tous les 3 mois à l'hôpital, et tous les traitements sont pris entièrement à domicile. Donc oui, ça existe dans le myélome, ça dépend des traitements, et il faut quand même que ça soit encadré, puisque la gestion finalement d'un patient qui vient toutes les semaines en hospitalisation conventionnelle ou en hôpital de jour versus un patient qu'on voit tous les 3 mois n'est pas la même, notamment dans l'information qu'on peut apporter aux patients, dans les réponses aux questions. Et là encore, je pense qu'il y a un rôle de la F3M et des différents projets qui sont actuellement mis en place de justement gérer en partie ces patients pris en charge en ambulatoire pour pouvoir répondre aux questions que chacun peut avoir à son domicile face au traitement quand on n'a pas forcément contact régulier avec son centre hospitalier. Très bien, merci. Donc maintenant, nous allons passer aux questions qui ont été... Nous avons récolté plusieurs questions donc, qui sont issues du MOOC et qui sont classifiées selon les thèmes les thérapies complémentaires, les parcours de soins et l'alimentation. Donc pour les thérapies complémentaires, nous avons une première question. Est-ce qu'il existe des interactions entre les thérapies complémentaires et les thérapies oncologiques ? Oui, donc ce que je n'ai pas dit en préambule, c'est qu'il faut absolument en discuter avec votre médecin référent, votre hématologue, puisque certaines phytothérapies ou certaines plantes peuvent avoir des interactions avec les chimiothérapies qui peuvent être proposées. Et donc, je pense que le médecin a besoin, et vous aussi, vous avez besoin que ça soit validé par votre spécialiste. Donc, il faut en discuter avec votre hématologue référent pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de contre-indication. Et souvent, le fait d'en discuter, ça permet éventuellement aux spécialistes d'avoir un retour d'expérience, de savoir si telle ou telle alternative de thérapie complémentaire est efficace. Donc, je pense que c'est fondamental d'en discuter, d'échanger, de faire un retour d'expérience. Et c'est souvent assez intéressant de savoir ce qui peut se faire, puisque souvent, c'est des professionnels qui sont extra-hospitaliers, qui sont en ville, et donc nous, on n'a pas forcément de contact
Je parlais tout à l'heure de parents pauvres à l'hôpital, mais tous ces thérapies complémentaires, finalement, on y a peu accès à l'hôpital. En dehors, on parlera peut-être tout à l'heure des équipes qu'on a de antidouleurs, mais les autres, on est assez dépeuplé à l'hôpital. Donc oui, il faut en discuter. Peu d'interactions, mais vaut mieux les éviter. Oui, c'est dans le chat, on voit qu'il y a des questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a des plantes, des boissons qui sont à éviter? Voilà, est-ce que vous pourriez citer quelques exemples, par exemple, on dit souvent que par exemple, il ne faut pas manger de pamplemousse lorsqu'on est sous traitement. Oui, alors ça, c'est une notion un peu ancienne qu'on avait avec certaines chimiothérapies, puisque dans le pamplemousse, il y a une enzyme particulière qui peut un peu modifier euh, le, le métabolisme de certaines chimiothérapies. Et encore, c'est souvent des fortes doses de jus de pamplemousse. Je pense pas que y ait beaucoup de patients qui prennent 1 litre de jus de pamplemousse de manière quotidienne. Donc voilà, il faut pas être focalisé là-dessus. Il faut essayer de jamais faire trop d'excès. Mais voilà, c'est souvent un exemple qui est cité. Et par exemple, le thé vert, est-ce que ça peut avoir une interaction? Donc c'est pareil, le thé vert, c'est un exemple qui est cité notamment parfois dans certains traitements de l'amylose à elle. Donc là, on passe un peu le cap du myélome. Mais pareil, c'est souvent des consommations très importantes. Donc je pense que la bonne conduite à avoir, c'est toujours, même si c'est pas de l'alcool, de modération. C'est vrai que quand il y a 1 litre de prise de thé, ça peut, dans les plantes, modifier un peu le métabolisme de certains types de chimiothérapie. Donc moi, mes conseils, ça serait plutôt la modération. On évoque le curcuma aussi là sur un certain nombre de commentaires. Donc je sais que j'ai pas mal de patients qui me parlent de curcuma. Moi, j'ai pas de données particulières comme interaction, et je crois qu'un certain nombre de patients semblent un bienfait. De ce que j'ai pas dit, je pense qu'il faut être convaincu des traitements complémentaires que vous pouvez prendre. C'est-à-dire que si vous êtes absolument pas réceptif à ce type de thérapie, il faut pas. Je pense que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, et donc faut essayer plusieurs alternatives et voir si ça marche. Si ça marche pas, arrêter. Mais pas s'obstiner non plus de manière déraisonnable. Et puis on aime bien dire à la F3M aussi, vous évoquez dans votre introduction qu'avant on avait tendance à dire thérapie complémentaire, attention charlatan, mais on dit quand même à la F3M qu'il faut être vigilant sur le coût de ces thérapies complémentaires, parce que c'est un bon indicateur lorsque ces thérapies complémentaires nous sont proposées à un coût élevé. On peut imaginer que derrière il y a des intérêts financiers avant d'avoir un bien pour le patient. Donc c'est vrai que tous ces traitements sont actuellement. Donc maintenant il y a des diplômes qui sont reconnus. Donc je pense que ça c'est assez accessible un peu partout de savoir si telle ou telle personne est vraiment diplômée et ouais, se renseigner sur les prix parce qu'il y a probablement des gens diplômés mais qui tarifient de manière assez élevée. Et ça me permet de rebondir sur l'homéopathie. Vous savez bien, dans les différents débats qui peuvent exister ces derniers temps, du côté scientifique, médical, on a besoin de ce qu'on appelle d'avoir des évidences scientifiques. Et actuellement, sur toutes les études qui ont pu être réalisées dans le domaine de l'homéopathie, il n'y a aucune, je ne porte aucun jugement de valeur, mais il n'y a aucune étude qui a permis de montrer un effet de l'homéopathie versus éventuellement un effet placebo versus d'autres traitements. Donc c'est vrai que tout ce qui est homéopathie, les médecins, on est assez réticents. Après, je pense que ça ne fait pas de mal puisque on dit que le principe actif est extrêmement dilué, voire absent, donc ça fait pas de mal. Mais il faut pas considérer que c'est cette homéopathie qui va permettre un quelconque traitement spécifique. Là, on parle de traitement complémentaire et je cite absolument pas de traitement spécifique anti-tumoral, anti-myélome de l'homéopathie. Donc, il faut savoir ce que vous recherchez dans cette homéopathie. Est-ce que c'est une cure de vitamines ou une cure de jouvence pour mieux se sentir face à l'hiver ou certains rhumes? Si vous y croyez que ça vous fait pas de mal, tant mieux. Mais voilà, je pense que c'est important de rappeler que prendre de l'homéopathie en se disant je vais être plus efficace dans mon traitement anti-myélome, ça c'est risqué.
Très bien, merci. Donc, ça répond à la deuxième question qui était issue du MOOC. Il me semble que vous avez déjà parlé de tout ce qui était phytothérapie. Oui, Arrêtez-moi si donc je me trompe. la phytothérapie, l'aromathérapie va très, très bientôt être validée comme thérapie complémentaire. Donc ça, c'est une des alternatives possibles dans les thérapies complémentaires, absolument. D'accord. Et en ce qui concerne la réflexothérapie, est-ce que ça Peut-être peut être un... là, c'est Ah, sur pardon. vitamine D, calcium. Là, je vois sur le chat, là, c'est Ouais, vrai que l'homme égale pardon. atteinte du système osseux. Donc, est-ce qu'il est conseillé d'avoir des prises de calcium en continu, de vitamine D voilà. Donc attention pour ce qui est vitamine D et calcium, puisque une des atteintes clinique du myélome peut être l'augmentation de calcium. Avoir trop de calcium dans le sang, ça peut être révélateur soit du myélome, soit d'une réactivité, une révoltivité de la maladie. Et vraiment, un excès de calcium, il y a des effets très néfastes sur le rein, sur le cœur, sur le plan neurologique. Et donc, classiquement, en tout cas dans le service dans lequel je travaille, on a tendance à ne pas donner de vitamine D et de calcium pour éviter de se retrouver dans des situations où, entre deux consultations, le taux de calcium augmente et que ça puisse être toxique. Après, à contrario, il faut bien sûr, tout à l'heure, il y avait une des premières questions sur les traitements ostéoporose, ou en tout cas pour essayer de solidifier et condensifier un petit peu l'os avec les bisphosphonates. Ça, c'est fondamental dans la prise en charge de tout patient qui est atteint de myélome. Et c'est des traitements qui peuvent faire baisser, un peu comme la cortisone en plus, qui peuvent faire baisser le taux de calcium et de vitamine D dans le sang. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des apports qu'on appelle phosphocalciques alimentaires, des produits laitiers pour dire les choses simplement. Il faut avoir des apports alimentaires convenables. Si sur les prises de sang, on voit qu'il y a un taux de calcium qui est très bas du fait de la corticothérapie ou des bisphosphonates, éventuellement, moi j'ai tendance à donner de la vitamine D tous les 3 mois. Mais le calcium, il y a souvent une réticence dans le milieu du myélome pour éviter qu'un taux trop élevé survienne. En tout cas, si votre médecin traitant vous en a donné, il faut surveiller sur les prises de sang, généralement qu'on donne assez régulièrement, pour éviter l'augmentation du calcium qui, encore une fois, quand elle est très élevée, peut être tout à fait néfaste. Très bien. Si on pouvait juste revenir tout ce qui était phytothérapie, donc aromathérapie et il me semblait, comment ça Oui, s'appelait alors je pense qu'il faut peut-être qu'on progresse parce que c'est vrai que moi j'ai relu un peu toutes les contributions sur le MOOC et j'ai relevé, si vous voulez, à peu près entre 15 et 20 thérapies complémentaires abordées par des participants qui ont partagé de leur expérience. Et comme vous l'avez dit, si ça nous fait du bien, pourquoi pas. Après en avoir parlé avec notre hématologue de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une telle thérapie et le traitement de myélome. Et on est en train d'essayer, quand je dis on, c'est surtout la F3M et et plusieurs référents, de justement colléger toutes ces thérapies complémentaires et avoir une sorte de checklist ou d'adresse où on pourrait vous adresser, puisque voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement lors des consultations ou lors du diagnostic, c'est pas un temps privilégié de parler de ces thérapies complémentaires. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir localement pouvoir référer tous ces spécialistes et vous donner à chacun dans vos centres ce réseau pour justement avoir une aide complémentaire au domicile. Okay. Alors, je vois les cures thermales. Les cures thermales, il y a toujours un risque un peu infectieux. Il y a un bouillon de culture dans certaines eaux. C'est surtout vrai pour les patients atteints qu'on appelle de rhumatisme en rhumatologie. Pour le myélome, lors des traitements, moi je ne suis pas très, très favorable. Après, si c'est à distance des traitements, une cure de thalasso. Et encore une fois, attention au prix, aux prises en charge spécifiques de tel ou tel complémentaire.
Très bien, merci. Donc, je vois juste une question. Que pensez-vous du traitement avec neurostimulation électrique transcutanée? Oui. Alors justement, ça fait référence à cette quatrième question sur la thérapie complémentaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'effet secondaire principal des traitements, et notamment les inhibiteurs du protéasome, et très principalement le Velcade, le bortezomib, la neuropathie périphérique est, du point de vue, en tout cas de mon point de vue hématologue, la complication principale qui agit sur la qualité de vie. Donc pour les patients qui ont jamais expérimenté ce type d'effet secondaire, c'est des fourmillements, un engourdissement, une sensation de décharge électrique ou des sensations particulières au bout des doigts et au bout des pieds initialement, et qui peuvent remonter de manière plus importante sur l'ensemble des membres. C'est un effet très classique, très connu, qui limite un peu les traitements, qui nous fait baisser les doses ou espacer les doses de Velcade. On essaye vraiment de faire les traitements du myélome actuellement sans ces molécules, tout en restant aussi efficaces. Et il y a plusieurs autres générations de cette catégorie d'inhibiteurs du protéasome qui sont développés, qui sont beaucoup moins, voire pas du tout entraînantes de neuropathie. Mais ce médicament reste un médicament extrêmement prescrit parce que toujours très efficace. Et donc, pour revenir sur le sujet, je pense que la thérapie complémentaire a un rôle principal dans la prise en charge de ces neuropathies périphériques. Généralement, dans les centres hospitaliers, il y a un centre qu'on appelle antidouleur. Je vous conseille, pour ceux qui ont des douleurs sur des lésions osseuses résiduelles en cas d'atteinte osseuse du myélome ou des neuropathies périphériques, de vous référer, que votre hématologue ou que les infirmières de vos centres puissent vous référer vers ces spécialistes, puisqu'il y a plusieurs classes de médicaments qui peuvent être essayés. Et pareil, malheureusement, dans ce type de douleur, il n'y a pas de traitement, entre guillemets, traitement minute, traitement miracle. Un des traitements, souvent, c'est d'arrêter le Velcade, mais souvent, on est assez réfractaires, les médecins. Mais il y a plusieurs classes médicamenteuses à tester. Donc ça, c'est des traitements médicamenteux. Et à côté de ça, il y a certains soins qui peuvent être faits, comme la réflexologie ou l'électrostimulation transcutanée. Et encore une fois, selon l'expérience de tel ou tel centre, je pense qu'il faut essayer plusieurs alternatives, puisque c'est des douleurs extrêmement rebelles, tenaces. Je pense que c'est vraiment la place principale des thérapies complémentaires, c'est ces neuropathies périphériques. Et je peux peut-être enchaîner sur la dernière question piège à laquelle malheureusement je vais avoir du mal à répondre, puisque actuellement, à ma connaissance, il n'est pas licite en France d'utiliser du cannabis à visée thérapeutique. Je pense qu'on pourrait sonder nos collègues canadiens qui ont cette alternative. Probablement que ça doit être efficace sur certaines douleurs et certains effets secondaires de certains traitements. Il faut se rappeler que quand même il y a des effets secondaires aussi de cette alternative du cannabis, et donc cumuler les effets, enfin gommer un effet secondaire pour en accumuler d'autres, je suis pas sûr, surtout quand ça peut être neurologique, la mémoire, des troubles du comportement, je suis pas sûr que ça soit la meilleure alternative. Après, si vous consommez ce type de substance parce que ça vous fait du bien et qu'on n'arrivera pas à vous faire changer, voilà, mais je peux bien sûr pas conseiller actuellement. Alors, en fait, très concrètement, on a inscrit cette question parce qu'elle a été soulevée à plusieurs reprises par plusieurs participants. Voilà. Et donc, Et je pense que ce type de web conférence, c'est vraiment l'endroit pour poser ce type de questions, qui sont des questions d'actualité, de santé. Peut-être que moi, j'avais jamais eu cette question en consultation, parce que voilà, peut-être que l'endroit s'y prête pas ou qu'on n'a pas le temps. Mais je pense que voilà, une des grandes forces que j'ai pu voir dans les deux autres conférences que j'avais fait, c'est justement via ce chat ou le MOOC, l'accès plus facile de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et c'est souvent des questions auxquelles vous n'avez pas eu les réponses. Et donc, faut pas hésiter de poser toutes les questions. Merci. Je vois que le temps il file. On va peut-être passer aux questions suivantes. En ce qui concerne le parcours de soins, je ne sais pas si on a déjà répondu, mais
Comment mieux se coordonner entre hôpital-ville avec l'arrivée des traitements oraux et avec une prise en charge à domicile par l'intermédiaire de structures d'hôpital à domicile? Donc c'est une question forcément très, très importante, la coordination ville-hôpital. Malheureusement, c'est difficile. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on a des obligations, notamment les médecins à l'hôpital, c'est d'envoyer un compte-rendu pour les patients qui sont hospitalisés ou qui passent en hôpital de jour. On a l'obligation et on est jugé dans les critères d'évaluation des hôpitaux. On est jugé sur le ratio de compte-rendu envoyé dans les 7 jours au médecin traitant. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande partie des hôpitaux répond à cette obligation. Et donc, normalement, le médecin traitant, donc toujours important de bien le déclarer à votre arrivée à l'hôpital, de bien rappeler à votre médecin si vous avez changé de médecin traitant. Un courrier doit lui être envoyé. Il y a bien sûr, malheureusement, un retard du fait d'une lourdeur de charges administratives, de secrétariat, de problèmes malheureusement qui ne vous concernent pas, mais qui existent à l'hôpital. Mais voilà, normalement, ce courrier est envoyé. Je pense que c'est bien au diagnostic, à la prise en charge initiale de toute pathologie importante, d'avoir un temps médecin spécialiste, médecin traitant, parce que souvent le médecin traitant, alors je sais bien les expériences que certains ont pu avoir avec plusieurs prises de sang, plusieurs spécialistes, avant d'arriver finalement à ce diagnostic, parce que c'est souvent ce que Bernard rappelle aux journées de la F3M, c'est qu'un médecin traitant n'aura pas dans sa vie plus de 2-3 patients atteints de cette pathologie. Et donc, le temps d'arriver au bon endroit, ça peut parfois malheureusement prendre quelques temps. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un coup de téléphone entre le médecin spécialiste et le médecin traitant pour discuter en disant, voilà, merci de nous avoir adressé votre patient et on a finalement fait ce diagnostic, on va commencer tel traitement, et de donner quelques règles simples. Et sur les courriers, on essaye aussi de mettre certaines règles simples en rappelant globalement les anti-inflammatoires, c'est interdit, et les injections de produits de contraste iodés, notamment, c'est plutôt interdit. Après, je pense que le médecin traitant, après cette phase de traitement initiale, qui est surtout hospitalière, a une place très importante pour la surveillance, pour la prise en charge de certaines infections, je sais pas, les vaccins contre la grippe, des infections, des rhumes, des surinfections bactériennes. Et dans les traitements oraux, finalement, c'est vraiment le spécialiste qui doit prescrire toutes ces molécules qui sont en grande majorité à des délirances hospitalières. Il y a quelques nouvelles molécules qui sont maintenant disponibles en pharmacie de ville, mais qui doivent être prescrites par des hématologues. Donc la coordination ville-hôpital, malheureusement, elle fonctionne que par courrier. Idéalement, il faut un coup de téléphone pour discuter en face à face, enfin par téléphone, pardon. Je sais que certains patients changent de médecin traitant quand le diagnostic a été fait en se disant mon médecin n'a pas forcément trouvé ce que j'avais. Et ça, en fait, on le retrouve dans plein d'autres pathologies différentes. Et c'est comme ça, mais en tout cas, bien avertir votre spécialiste pour adresser les courriers qu'on a changé de médecin traitant. Et aujourd'hui, le médecin traitant dans la prise en charge des soins à domicile, je pense qu'il n'a pas forcément un réseau. Je vous dis qu'il faut souvent une structure spécialisée pour fabriquer enfin pas fabriquer, mais pour récupérer le produit de la chimiothérapie et le délivrer auprès du patient. Mais pour tout ce qui est la surveillance, la prévention, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, je pense que c'est important d'avoir un suivi par son médecin traitant pour tous les autres problèmes que celui du myélome. Très bien, merci. Et je peux peut-être rebondir sur la deuxième question pour la prise en charge optimale en cas d'urgence. Normalement, les médecins ou quelqu'un dans le service est à peu près joignable en cas de vraie urgence. S'il y a une vraie urgence, il faut aller aux urgences dans le centre hospitalier où vous êtes suivi. Si c'est une petite urgence, je pense que là, il y a une place pour voir le médecin traitant. Probablement, tout le monde n'a pas accès à un rendez-vous avec son médecin traitant rapidement. Et encore une fois, dans chacun des hôpitaux et avec la F3M, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place. Donc, je peux citer Emavie ou des infirmières qu'on appelle de coordination, qui sont un premier relais, qui sont joignables dans la journée par téléphone ou par mail. Je parle surtout pour mon expérience des infirmières de coordination,
qui sont plus facilement joignables qu'un médecin dans sa journée. Et souvent, on a la réponse dans la journée. Mais s'il y a une vraie urgence, les vraies urgences pour nous, c'est une grande fatigue qui peut être révélateur d'une baisse des globules rouges, des grosses douleurs qui réapparaissent ou des troubles brutaux. Les vraies urgences, malheureusement, elles ne peuvent être gérées qu'aux urgences. Et tout ce que ça me permet d'enchaîner aussi sur tout ce qui est les communications par mail, c'est difficile puisque c'est difficile. Enfin, on ne peut pas s'assurer que son spécialiste, son médecin traitant soit derrière son mail en permanence. Et donc, je pense que c'est pas forcément. C'est pratique parfois de communiquer pour échanger certains documents, mais ça ne doit pas être la voie privilégiée, notamment en cas d'urgence. Je pense que le téléphone ou se rendre directement aux urgences, je peux comprendre les contraintes que ça peut apporter, mais c'est la prise en charge actuelle. En fait, en matière de coordination ville-hôpital, j'ai envie de poser une question en direct. Moi, j'ai ouvert mon dossier médical partagé, là. Finalement, on y trouve toutes les prescriptions de médicaments. C'est assez intéressant. On a la liste, hein, on sait qu'on nous prescrit pas mal de choses. Par contre, comment ça va faire pour que justement les comptes rendus de consultation vont arriver là-dessus Donc, il y a une réflexion, mais la réflexion, elle n'est pas encore mise en place. Mais j'ai vu des mails passer au sein de la PHP pour savoir justement, est-ce que nous, médecins, on doit modifier un peu notre vocabulaire, modifier certains résultats. Je pense à des données de myélogrammes, des données de cytogénétique, des analyses qui sont pas forcément facilement analysables pour les patients. Moi, je suis pas très pour faire un courrier dans lequel finalement le niveau d'information est faible et il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est une question et je suis pas sûr que la réponse elle soit apportée en faisant des courriers dans lesquels finalement il y a pas vraiment d'informations. Mais je vous dis, voilà, on a découvert un peu par surprise la création de ce dossier et il doit y avoir des discussions entre grands experts pour savoir que ce qu'on a le droit de mettre ou de ne pas mettre dans ce courrier. Sachant qu'étonnamment, nous, en tant que patients, on peut scanner tout ce qu'on veut et télécharger sur le dossier. On peut transférer. Bon, on ne va pas répondre à cette question-là aujourd'hui, mais c'est vrai que d'avoir une information partagée, c'est quand même un bon point, quoi. Pour les patients parisiens d'Île-de-France, depuis maintenant 1 an, tous les médecins de la PHP on a moyen d'avoir accès aux dossiers des autres hôpitaux et ça pour nous c'est une aide incroyable puisqu'il y a encore 2 ans on était obligé d'appeler le secrétariat, de récupérer par fax le compte rendu et là maintenant on a accès sur un même serveur à tous les documents et même notamment les imageries, il y a des patients qui peuvent faire des imageries dans tel et tel hôpital de la PHP et on y a tous accès donc il y a quand même des progrès. Très bien, merci pour toutes ces réponses. On va peut-être passer au thème de l'alimentation parce que le temps file encore et encore. Donc, je pense que vous avez déjà dit quelques mots sur l'alimentation, donc les compléments alimentaires, les vitamines, etc. Mais est-ce que vous avez une alimentation à préconiser pour quelqu'un qui atteint d'un myélomultiple, pardon, excusez-moi, et aussi pour éviter les nausées? Donc moi, en fait, pour l'alimentation, ce que je recommande, c'est, alors vous allez dire que je suis très normé ou dans les règles, mais c'est d'avoir une alimentation équilibrée, normale, et avoir une alimentation qu'on devrait, entre guillemets, tous avoir, c'est-à-dire une bonne répartition entre les glucides, les lipides, voilà. Mais je pense que manger sainement, pas faire d'excès, notamment l'alcool, c'est pas interdit, mais il faut pas en abuser. Pour ce qui est des nausées, les médicaments modernes, donc dans les médicaments modernes, je ne parle pas ce qu'on appelle pour l'autogreffe, les fortes doses de melphalan qui sont très émétisantes et de même que ce qu'on appelle l'endoxan de mobilisation qui sont très émétisantes pour lesquels il faut à tous les coups les traitements antiémétiques, les MED et le Zofren. Mais globalement, les nouveaux médicaments, ceux qu'on prescrit de manière quotidienne, sont peu émétisants, donnent peu de nausées. Et je connais pas d'alimentation spécifique qui permet d'éviter les nausées. Souvent, pour les patients
après une autogreffe ou après une mucite, on recommande plutôt de fractionner les repas plutôt que d'essayer de faire des gros repas, plutôt les fractionner. Et voilà. Mais ouais, je pense que le poids et la forme physique, c'est un paramètre extrêmement important et fort dans toutes les hémopathies, notamment dans le myélome. Et c'est la premier soin de support, la première thérapie complémentaire, c'est avoir une activité physique, une alimentation saine pour avoir une force, une masse musculaire, des bonnes protéines pour essayer de mieux se défendre contre les infections. Ça a été démontré. Et globalement, le plus possible, on est en forme physique, c'est très facile à dire, mais le mieux on peut supporter tous ces traitements, donc l'alimentation et l'activité physique est, je pense, le premier traitement complémentaire et qui, je pense, est accessible à tous. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Nous allons maintenant laisser la parole à Bernard qui va nous faire un petit retour sur les discussions qu'il y a pu y avoir sur le module 2. Donc, voilà. Oui, donc j'ai déjà eu l'occasion de le dire et au travers, pour le dire au docteur Talbot, c'est vrai que j'ai regardé un peu toutes les médecines complémentaires qui avaient été évoquées dans les échanges. Alors, médecine complémentaire, on voit bien qu'il y a les soins supports, parce que le kinésithérapeute, pour moi, c'est plutôt, ça peut être des soins supports, la myélome, mais on a l'acupuncture, le King Kong, le yoga, enfin, je ne vais pas vous citer, vous le disiez, ça sur le slide qui vous est présenté, hein. Et c'est vrai qu'après, il y a vraiment quelque chose qui a donné lieu à beaucoup d'échanges et d'ailleurs qui va faire qu'on va développer ce thème pour la JNM 2019, c'est quelle activité physique adaptée pour un malade du myélome multiple, hein. Voilà, on a vu qu'il y a des témoignages très, très, très poignants. Il y a des gens pour qui c'est compliqué, ils sont très éteints au niveau osseux et donc la marche, voilà, reprendre une vie normale, c'est compliqué, alors qu'il y en a d'autres qui étaient des grands sportifs et qui se remettent devant eux des vrais défis, quoi. Donc voilà, voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à chaque fois, j'ai lu ces témoignages, et vous l'avez dit, docteur Talbot, ok, on essaie quand même de confirmer qu'il n'y a pas de problème avec les traitements qu'on a en cours. Et ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Il n'y a pas d'obligation à aller vers toutes ces possibilités. D'ailleurs, ce serait bien compliqué, hein, voilà, mais que chacun trouve quelque chose qui est bon pour lui, qui l'aide à mieux vivre son quotidien. Voilà. Et alors peut-être je rebondis quand même sur les effets secondaires. Alors, il y a des effets secondaires qui sont là, vraiment incontournables, hein. Le Velcab et les neuropathies, je n'ai pas beaucoup rencontré de patients qui m'ont dit, mais avec du Velcab, je n'ai eu aucune neuropathie. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment de nature à les atténuer, quoi? Est-ce que quelqu'un qui ferait appel à zéro thérapie complémentaire s'en sortirait moins bien vis-à-vis des effets indésirables, des effets secondaires, que quelqu'un qui ferait appel à une ou plusieurs de ces thérapies complémentaires? Ouais, je pense que tous les patients ne sont pas égaux face à ces effets secondaires. Il y a des patients qui ne font jamais aucun effet secondaire sous tous les traitements, d'autres qui vont en faire et qui très vite vont disparaître sans thérapie complémentaire. Et malheureusement, je pense que ces thérapies complémentaires sont surtout importantes pour les patients chez qui ces effets secondaires arrivent et sont difficiles pour le quotidien. Et puisqu'on sait que ça impacte de manière assez importante la qualité de vie. Donc effectivement, chez les patients chez qui tout se passe bien, qui n'ont pas de problème particulier, je pense que ça sert pas à grand-chose de perdre du temps sur telle ou telle thérapie, mais je pense que c'est vraiment une aide qui peut être apportée pour ceux chez qui les effets secondaires sont au premier plan et sont difficiles à gérer avec les traitements médicamenteux classiques. Oui. Mais effectivement, voilà, peu d'études scientifiques et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup dans le futur, malheureusement, qui permettent d'évaluer de manière très objective ces soins. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les essayer. Merci. On peut poursuivre, hein, je pense. Oui, tout à fait. Donc, on va maintenant, peut-être, si vous pouvez nous dire un mot sur les traitements à domicile. Oui, alors
Vous l'avez évoqué, un docteur Talbot, dans vos, euh, dans vos réponses, hein, le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, grâce au fait que les traitements sont administrés en sous-cutané et non plus en intraveineux, sont oraux, donc les traitements à domicile sont de plus en plus possibles. Et c'est vrai que pour un grand nombre de malades, c'est un plus. Ça peut être aussi une source d'inquiétude, hein, parce que pour un certain nombre de malades, le fait des un environnement hospitalier rassure. Hein, parce que si on est chez soi et qu'on n'a pas la chance d'avoir des proches à proximité, voilà, voilà de voir un effet secondaire apparaître, ça peut être angoissant, alors que si on est à l'hôpital, il suffit d'appuyer, je dis toujours, sur la poire et on voit arriver une infirmière. Voilà. Donc, c'est une chose. Et puis, je trouve que, bon, la HAD, vous évoquiez que c'était le parent pauvre du monde hospitalier, mais voilà, on sort, si vous voulez, quand on est en hôpital ou en hôpital de jour, on est très entouré, très encadré, et lorsqu'on arrive en HAD, on est plein de contraintes, et on n'a plus personne, si vous voulez, qui... Enfin, il y a des structures, les HAD vous disent qu'il y a des médecins, on connaît même pas leur nom, on n'a pas de visage, on les a jamais, il n'y a personne qui nous téléphone. Je suppose qu'ils sont là pour mettre des tampons go pour la chimio en fonction des résultats d'analyse de sang. Enfin, voilà, donc c'est quand même un peu compliqué. Le numéro téléphonique qu'on peut appeler, alors quand c'est à l'hôpital, c'est une infirmière de coordination en général. Là, c'est une secrétaire médicale, donc pour certaines structures d'HAD. Donc la pauvre secrétaire médicale, quand on sait le spectre de questions qu'elle doit avoir arrivé pour y répondre, ça ne doit pas être simple. Alors que quand on appelle une infirmière de coordination d'un service d'hématologie, elle est rodée aux questions. Voilà. Donc je rappelle qu'à la L3M a fait tout un travail, hein, de démarche qu'on appelait Cancer ad hoc. On est allé à la rencontre de malades atteints d'un cancer soigné à domicile et pas uniquement le myélome. Hein. On a fait ce travail dans 3 régions, hein, dans la région nord, hein, dans les Hauts-de-France, on a fait ça en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Hein, voilà. Et ce travail a été mené par une équipe de designers sociaux, donc des gens qui avaient un haut niveau de formation sur ces nouvelles approches, hein, méthodologiques, et qui s'appuient beaucoup sur les sciences sociales, hein, pour aller à la rencontre des gens et voir quelle était leur réalité de vie. Voilà. Et aussi rencontrer les professionnels concernés. Et après, on a réuni tous ces gens autour d'une table, hein, et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre parcours de soins, ou au contraire, est-ce que vous auriez des idées à nous émettre, hein, qui seraient de nature à améliorer votre prise en charge à domicile? Et tout ce travail donc a donné lieu a été, je dirais, retravaillé en termes de mise en forme au travers de 10 propositions, de 39 idées qui sont des idées pratico-concrètes. C'est de dire, par exemple, j'ai un malade que je traite à domicile. Bon, bien sûr, il va faire en début de cycle son J1 en hôpital de jour. Bon, le minimum, c'est qu'il y ait un diagnostic de son lieu de vie, quoi. Est-ce qu'en termes d'hygiène, ça pose pas de problème? Est-ce que cette personne est accompagnée, bénéficie d'un accompagnement de proximité ou pas? Voilà. Hein, il y a un tas de choses tout à fait concrètes, hein, d'idées, voilà, hein, qui ont été émises, avec aussi identification parfois de ce qu'on appelait des idées inspirantes, qui ont été d'ailleurs repérées d'une autre couleur, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place sur le terrain, localement. Et on s'étonne parfois parce que ces actions qui nous paraissent être pertinentes ont du mal à essaimer, si vous voulez, un peu partout. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un grand chemin à faire en termes de HAD voilà, en termes de prise en charge. Alors la prise en charge médicale, elle est, je dirais, top. On a affaire, si vous voulez, à des personnels soignants, des infirmières qui sont extrêmement bien formés au problème de la cancérologie, tout ça, ils ont été audités, tout ça. Mais après, tout le reste, c'est un peu compliqué, quoi. On a aussi affaire à une multitude de... J'ai vécu ça pendant mes rechutes, là, récemment, pendant 6 cycles. J'ai eu 19 injections de Velcade. J'ai vu 16 infirmières et infirmiers différents arriver chez moi. Donc,
quand j'étais à l'hôpital de jour, je les connaissais tous. Voilà. Donc, ça, c'est du concret, hein, c'est du réel. Donc, voilà. Donc, nous, au niveau de la F3M, voilà, on travaille beaucoup sur un cancer à Dom 2, sur comment faire que ces idées se transforment en action sur le terrain, hein, viennent petit à petit imprimer des choses qui nous semblent être des bonnes pratiques. Voilà. Donc, un cancer à Dom, c'est ma satisfaction. D'abord, c'est merci à tous ceux qui ont participé, hein, parce que c'est si on n'avait pas eu cette remontée de terrain, voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez, c'est les gilets jaunes de la cancérologie, quoi, qui se sont exprimés. On est là au terrain et voilà, aujourd'hui, mon souhait, c'est que tout ce travail puisse contribuer à transformer donc, et à mieux organiser des parcours de soins sur le terrain. J'ai noté tout à l'heure quelqu'un qui disait lorsqu'on a dit, mais surtout les thérapies complémentaires, ça serait bien d'avoir un endroit où on puisse consulter et dire voilà, j'ai toute une liste d'acteurs de ces thérapies complémentaires qui sont reconnus, hein, voilà, et donc je peux y faire appel sans souci. Voilà, on travaille sur ce type de solution et entre autres, voilà, il y a le MOOC, mais il y a aussi Emavi, et Emavi, lorsque ça se déploie dans un hôpital, la plateforme numérique d'Emavi, c'est faire en sorte que les patients qui vont bénéficier de cet accompagnement, alors qui n'est pas un accompagnement médical, parce que l'accompagnement médical relève de l'hôpital, mais qui est un accompagnement sur le parcours de vie. Hein, l'infirmière ou la coordinatrice Emavi, elle est là pour vous aider en termes d'accompagnement de parcours de vie et faire en sorte que vous ne devez pas faire des recherches sur Internet si vous cherchez un spécialiste de telle thérapie complémentaire, mais au contraire accéder à un dossier où vous trouverez un spécialiste de la thérapie complémentaire que vous cherchez à proximité de chez vous. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. Ça ne se fait pas en un jour, mais on a la volonté d'y aller et d'avancer progressivement. Alors, je dis en même temps s'il y a des questions, mais il y a tellement de choses. L'écran n'arrête pas de clignoter. Là, il y a eu beaucoup de questions sur l'activité sportive, physique. Vraiment, l'objectif n'est pas un marathon, un semi-marathon. Le mot-clé, c'est activité physique adaptée. Donc, adaptée à votre situation du fait de la maladie, par rapport à vos capacités antérieures, un peu l'âge naturel. Mais ce qu'il faut, c'est un peu se mettre en mouvement, même si c'est au lit, au fauteuil. Vous avez peut-être déjà vu des kinésithérapeutes dans certains services. Les premiers exercices se font dans le lit, les mouvements des membres supérieurs, des membres inférieurs. Mais voilà, je pense que chacun peut trouver quelques exercices à faire, se fixer des objectifs simples et progressivement peut-être les augmenter pour augmenter sa masse musculaire. Et voilà, il y a certains, j'ai vu dans les messages, certains trouvent un bienfait dans certaines activités physiques et je pense que c'est extrêmement important. Très bien. Je pense qu'il va être tout doucement l'heure peut-être de conclure, à moins que vous voulez peut-être encore répondre à quelques questions. Je ne sais pas. Alors, j'ai vu des questions sur les traitements. Je vous propose d'en discuter à la prochaine, dans 2 sessions, le 6 décembre, sur les traitements, parce que c'est pas que j'ai pas voulu y répondre, c'est que je les ai vus, mais malheureusement, c'était pas la thématique d'aujourd'hui. Et on pourra y revenir dans une semaine. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, oui. Ouais. Oh, pardon. Vous voulez dire quoi, Bernard ? Oui, une dernière question, je vois au fil des questions, c'est vrai que sur tout ce qui est thérapie complémentaire, possibilité de rencontre entre malades, les ligues départementales du cancer proposent un certain nombre de choses. Ça peut être intéressant de les consulter. Et un dernier point, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il fallait discuter avec son hématologue, mais il faut aussi discuter avec ce médecin de thérapie ou cette personne qui fait les thérapies complémentaires de votre pathologie. Je pense notamment, on n'a pas cité, mais
à l'ostéopathie ou au kinésithérapeute. Certaines manipulations, bien sûr, sont plutôt à éviter. Donc tout ce qui est manipulation, c'est douce. Voilà. L'idée, c'est pas de faire craquer malheureusement l'os dans le cas du myélome est souvent très fragilisé. Je dis pas que c'est interdit, mais il faut avertir de la pathologie pour laquelle vous êtes suivi et faire des choses douces. Ok, d'accord, merci. Donc, nous allons tout doucement conclure cette webconférence, parce qu'il est déjà bientôt l'heure. Donc, tout d'abord, bravo à tous et à toutes pour votre participation. Votre contribution, elle est vraiment essentielle. N'oubliez pas de bien valider tous vos modules. En l'occurrence, ici, on est au module 2. C'est-à-dire qu'il faut bien valider chaque étape. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, il y a un petit logo rond comme ça à la fin de chaque étape. Il faut bien cliquer sur ce petit logo pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le prochain module, c'est le module 3 et il aborde la thématique bien vivre avec son myélome au quotidien, dont la webconférence est le 4 décembre. Donc voilà, merci à tous les participants pour votre participation et implication. Également un merci à tous les tuteurs du MOOC pour leur excellent travail d'accompagnement tout au long de ce MOOC. Encore aussi un grand merci au docteur Talbot et à Bernard Delcourt d'avoir pris le temps de nous présenter cette webconférence, d'avoir répondu à toutes les questions. Et donc, merci à tous pour votre contribution au succès de ce MOOC. N'oubliez pas que la prochaine webconférence, donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est le 4 décembre, dont le lien pour s'inscrire, il figure sur la diapositive que vous voyez à l'écran. Vous trouverez aussi ce lien dans l'agenda qui est sur le MOOC. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour suivre cette webconférence. Elle se fera avec le docteur Sylvie Glessner, qui est hématologue à l'Institut Curie, à l'hôpital René Huguenin. Je ne sais pas comment, pardon, pour ma prononciation. Donc, voilà. C'est sur ces derniers mots de Léonard Nimoy, qui est alias Dr Spock, que nous nous quittons. Surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes bien accompagné. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Bonne soirée.